Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Déclaration universelle des droits de l'homme. Texte officiel. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 9. On n'a pas le droit de te mettre en prison, de t'y garder, ou de te renvoyer de ton pays injustement ou sans raison. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir, je ne serai pas très long aujourd'hui. Nous profitons de l'occasion pour vous montrer quelques images en faisant le regard sur les médias du maïs empoisonné au Congo. Il faut se dire que le maïs cultivé au Congo, à partir des engrais qui sont toxiques, donc empoisonne le maïs. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le maïs, qui est cultivé pratiquement dans tout le territoire, en dehors des petits artisans, des petits paysans, ils cultivent leur maïs sans engrais qui sont toxiques, venus de la France. Je vous montre des images de ceux qui dénoncent ce genre de pratique. Bonjour, je suis Stéphane Mandard, je suis journaliste au Monde et je vais vous expliquer comment en France, en 2020, on continue à produire des pesticides ultra dangereux, interdits en Europe, pour les écouler dans les pays du tiers-monde. Bonjour Stéphane Mandard. Bonjour Hugo Clément. Vous avez réalisé une enquête qui révèle des informations assez incroyables, notamment sur des pesticides considérés comme dangereux, qui sont interdits à la vente aujourd'hui en France et dans l'Union européenne, mais que la France continue à fabriquer pour les vendre dans des pays en développement. Ça paraît dingue. C'est complètement dingue. C'est pas des petits pesticides qu'on emploie de façon anodine dans les jardins, monsieur tout le monde. C'est des pesticides qui sont les plus toxiques au monde. Il y a quoi comme pesticide par exemple qui est interdit chez nous mais qu'on continue à produire pour vendre à l'étranger? Alors, le pesticide le plus connu, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'atrazine. C'est un pesticide qui est utilisé beaucoup dans les champs de maïs et c'est interdit depuis 2003 au niveau européen parce que c'est une molécule qui a des conséquences sur le développement intra-utérin. C'est reprotoxique, c'est génotoxique, ça peut avoir des répercussions sur le développement d'un fœtus ou ensuite sur des points de QI en moins pour un enfant. C'est vraiment la molécule la plus connue. Cette atrazine, on continue à le fabriquer en France. Il y a 19 sites en France, c'est assez faramineux, qui tous les jours vont produire ces pesticides interdits. À quel endroit? C'est tenu secret. J'ai posé la question à ces producteurs pour savoir quelle quantité et où, et ils n'ont pas voulu me répondre. Ils se réfugient derrière le secret des affaires. Quels sont les pays concernés par nos exportations de produits dangereux? C'est évidemment ce qu'on appelle les pays en voie de développement ou les pays émergents, les pays à faible revenu, les pays africains, le Mali, le Bénin, le Togo, aussi la Tanzanie, aussi en Amérique latine, l'ex-bloc d'Union soviétique, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes qu'au niveau de l'Union européenne. C'est beaucoup plus large, il y a beaucoup moins de contrôle. Et les personnes qui utilisent ces produits, bien souvent,
n'ont pas les protections adaptées, voire n'ont pas de protection du tout. Donc c'est vraiment exposé massivement à ce danger avec des cas de mortalité directe. Donc c'est très très dangereux pour les populations qui les utilisent. Et parmi ces populations qui les utilisent, les travailleurs, on trouve des hommes, des femmes et aussi beaucoup d'enfants. Vous avez interrogé les fabricants de pesticides pour leur demander quand même comment ça se fait que vous continuez à produire des pesticides qu'on sait dangereux, qu'on a interdits, et à les vendre dans des pays pauvres. Il n'y a pas un problème de morale, ça leur pose aucun souci? Eux ne réfléchissent pas en termes de morale, ils réfléchissent en termes de business. La seule valeur qui est mise en avant par les fabricants, c'est la liberté d'entreprendre. Il n'y a pas du tout de prise en compte de la santé des populations qui peuvent travailler avec ces produits ou être exposés parce qu'ils vont consommer une alimentation contaminée par ces substances toxiques. D'ailleurs, l'ONU, dans un rapport sur l'alimentation, a noté que cette pratique est une violation des droits de l'homme. Donc la France viole les droits de l'homme selon l'ONU aujourd'hui? La France participe à la violation des droits de l'homme, c'est l'ONU qui le dit. Sous la pression de plusieurs associations, les députés français ont voté une loi qui interdit la production de ces pesticides dangereux à partir de 2022 en France. Et cette loi, elle n'a pas du tout plu à l'industrie des pesticides. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour convaincre les autorités, convaincre le gouvernement de faire marche arrière. Tout à fait. Dès que cette loi a été promulguée, même avant, puisqu'ils étaient au courant que cette loi était en discussion, il y a eu un lobbying intense, acharné jusqu'au plus haut sommet de l'État, avec des échanges de courriers qui ont été envoyés à Emmanuel Macron, qui ont été envoyés au Premier ministre Édouard Philippe, qui ont été envoyés au ministre de l'Économie, au ministre de l'Agriculture évidemment. Vous vous êtes procuré un courrier signé du lobby des pesticides qui écrit au Premier ministre et qui dit, je cite, « L'impact économique et social en France de cette mesure, donc l'interdiction de produire des pesticides dangereux en France, sera extrêmement important, avec plus de 2700 emplois directement concernés sur nos 19 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire. » C'est du chantage à l'emploi, en fait, que fait le lobby des pesticides au gouvernement. On peut dire ça comme ça, effectivement. À chaque fois, l'argument qui était mis en avant, c'était le chiffon rouge de l'emploi. Vous avez aussi récupéré ce courrier signé du chef de cabinet d'Emmanuel Macron et daté du 25 juin 2019, où on peut lire « Soyez certains que le chef de l'État a pris connaissance avec attention des préoccupations que vous exprimez. Je vous invite à vous rapprocher de monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, pour trouver une solution. » Et du côté du ministère de l'Économie, Bruno Le Maire répond au lobby des pesticides « Soyez assurés que mon ministère reste attentif aux évolutions de l'activité de fabrication de produits phytopharmaceutiques en France et aux difficultés qu'elle pourrait rencontrer. » On se rend compte que la démarche du lobby des pesticides trouve une oreille très attentive au plus haut sommet de l'État, à la fois auprès d'Emmanuel Macron à l'Élysée, mais aussi auprès du ministre de l'Économie, qui endosse finalement carrément l'argumentaire des fabricants en parlant d'atteinte excessive à la liberté d'entreprendre, qui est l'argument qui a été mis en avant par les fabricants pour contester devant le Conseil constitutionnel la validité de la loi. On en est où aujourd'hui de ces pressions, contre-pressions? Qu'est-ce qui se passe? Le Conseil constitutionnel, les sages, se sont réunis mi-février. Ils ont conclu que pour protéger l'environnement ou la santé humaine, on pouvait tolérer certaines atteintes à la sacro-sainte liberté d'entreprendre mise en avant par les lobbies. Et donc aujourd'hui, on est dans la situation où c'est toujours prévu pour 2022, l'interdiction. Aujourd'hui, ils peuvent continuer à produire ces pesticides jusqu'en 2022. Et en 2022, normalement, ils ne pourront plus le faire. Ça devrait être interdit. Mais le lobby, qui a toujours dans sa poche quelques jokers, n'entend pas abandonner la partie aussi facilement. Donc ils sont en train d'étudier d'autres recours possibles devant d'autres juridictions pour faire invalider cette interdiction. Le lobby des pesticides a perdu une manche, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Le feuilleton n'est pas encore terminé. Je pense qu'on va pouvoir se revoir dans les prochains mois pour écrire la suite de ce bras de fer. Je ne fais pas de commentaires, en tout cas. Nous dénonçons justement ce maïs empoisonné que Sassou vous montre et qu'il présente sur les marchés. Voilà. Ensemble, poursuivons la marche et dans le plan national de développement 2022-2026. Parmi les secteurs catalyseurs de cette diversification, il y a les activités agro-pastorales et halieutiques. Outre les efforts qui sont faits par l'État dans la création notamment des zones agricoles protégées, l'engagement des particuliers est requis pour réduire le volume des... En première ligne de cette bataille se trouve le président de la République qui développe à Oyo d'importantes activités agro-pastorales et halieutiques.
Vous avez donc suivi ce témoignage de ceux qui parlent de ces pesticides, parce qu'aujourd'hui, toutes les sociétés étrangères qui ont obtenu des concessions de plusieurs milliers d'hectares au Congo utilisent des pesticides. Vous avez donc compris que l'axe du mal en Afrique, c'est d'abord la France, le Congo, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Togo, qui utilisent justement ces pesticides. Donc lorsqu'on parle de l'atrazine, je ne vais pas vous définir le mal que fait ce produit, mais en tout cas, vous avez entendu les experts qui vous parlent de cela. Nous avons au Congo des sociétés comme Todi River Farms, et vous avez Tolona, vous avez Somdia. Toutes sont des sociétés qui ont acquis des terrains. D'ailleurs, Todi River Farm, c'est Soulisuba, et Tolona également. Et nous avons la Somdia, la Société d'organisation de management et de développement des industries alimentaires et agricoles, d'ailleurs, avec sa filiale congolaise Saris. Et ils se sont lancés également dans la production du maïs. Et donc, c'est très dangereux. Nous allons peut-être revenir sur ce sujet. Pour le moment, nous disons aux Congolais de participer à cette grande manifestation du samedi 17 juin. Donc à partir de 13h, c'est une marche de la place Victor Hugo jusqu'à Trocadéro, la place des droits de l'homme. Soyons nombreux, que nous soyons des opposants politiques, de la société civile, des citoyens dignes, venons pour demander la liberté, la libération des prisonniers politiques. Merci beaucoup, à bientôt. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Son entrée en vigueur le 21 octobre 1986 est survenue après ratification de la charte par 25 États. 49 des 52 membres de l'OUA l'ont ratifiée. Préambule de la Charte africaine des droits de l'homme. Les États africains membres de l'OUA, partis à la présente charte qui porte le titre de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, rappelant la décision du 115 de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en sa 16e session ordinaire tenue à Monrovia, Libéria, du 17 au 20 juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples. Considérant la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, au terme de laquelle la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 de la dite charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tenant compte des vertus de leur tradition historique et des valeurs de civilisation africaine, qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples, reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale, et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme. Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun. Convaincu qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière aux droits au développement, que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toute forme de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique.
réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine, du mouvement des pays non alignés et de l'Organisation des Nations Unies, fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés, sont convenus de ce qui suit. Première partie, des droits et des devoirs. Chapitre 1, des droits de l'homme et des peuples. Article 1er. Les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, partis à la présente charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Article 2. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 3. Alinéa 1er. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. Deuxième alinéa. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. Article 4. La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Article 5. Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. Article 6. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi. En particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Article 7, alinéa 1er. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. Le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente, le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Deuxième alinéa. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut être frappée que le délinquant. Article 8. La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés. Article 9. Alinéa 1er, toute personne a droit à l'information. Deuxième alinéa, toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Article 10, alinéa 1er, toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Deuxième alinéa, nul ne peut être obligé de faire partie d'une association, sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29. Citoyens, vos droits et devoirs, en route pour l'état de droit. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel, égal et au vote secret
ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 21. Tu as le droit de participer aux affaires politiques de ton pays, soit en faisant toi-même partie du gouvernement, soit en choisissant des hommes politiques qui ont les mêmes idées que toi. Les gouvernements doivent être élus régulièrement et le vote doit être secret. Tu dois pouvoir voter et toutes les voix ont la même valeur. Tu dois pouvoir accéder à la fonction publique comme n'importe qui d'autre. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. The Universal Declaration of Human Rights. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile.